Chers auditeurs, donc, vous l'aurez compris, nous entendions Clément Nguyen par téléphone. Nous revenons dans le studio. Pierre-Yves Rougeron, outre les travaux de Clément Nguyen, donc là on a bien vu un jeune homme qui maîtrise vraiment... Je pense que vous avez vu surtout le type de gens que nous cherchons à mettre en avant, parce que je pense que vous n'avez plus qu'apprécier le degré de maîtrise du sujet. Tout à fait. Impressionnant, hein. J'essayais toujours cet effet-là la première fois. Mais Laurent, non, vas-y. Mais c'est toute une... Si vous voulez, il y a une jeune intelligentsia patriote de haut niveau. Bon, Clément est certainement un des auteurs du cercle, ce que je qualifierais les plus denses intellectuellement, mais si vous avez vu sur un sujet quand même pas, c'est pas jeune et joli comme sujet quand même. Hein, Pourquoi vous me donnez comme référence jeune et jolie? Parce que je suis une fille, que je sais ce que c'est que jeune et jolie. Je suis sur la seule radio où le sexisme est encore autorisé. Possible. Donc j'en profite. Autorisé peut-être pas, mais possible. mais possible. Donc j'en profite avant de prendre la version courtoise du MeToo, donc j'évite. Voilà, non mais c'est toute... Quand je parlais de culture invisible et de contre-intelligentsia, moi les gens que je maudis par-dessus tout sont ceux qui font en sorte que des analyses de ce niveau-là ne puissent pas arriver, que ce soit en grand public ou en décideur, parce que la destinée de la France en serait changée. Et il est anormal que une association qui aujourd'hui, parce qu'elle a 10 ans, parce que beaucoup de choses, est une association un peu lourde, mais qui à la base était un club de copains, s'occupe de faire connaître des analyses de ce niveau-là, ce qui devrait être à la fois le rôle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ah oui, mais on a compris que c'était pas ça leur mission. Et le rôle d'une partie de la presse... d'une partie de la presse, disons, mainstream, qui devrait mettre ce type d'analyse un peu en avant et qui ne le fait pas. Voilà, et ça, c'est dramatique. L'effondrement du niveau... Mais prenons l'exemple de ce que nous venons de vivre, du niveau géopolitique en France. C'est absolument dramatique. C'est-à-dire que quand vous savez qu'un des grands experts en géopolitique... c'est le monsieur qui aime tellement, qui se fait faire des tresses pour faire croire qu'il est africain et qui se présente comme étant un expert de la politique américaine. Vous allez trouver ce nom, vous avez trouvé le nom. Oui, mais c'est monsieur... Alors là, je sais pas. Non, si, il se dit historien à la base. C'est ça. Et donc, ce monsieur, quand j'ai voulu préparer l'émission... Monsieur Pierre de la... Non, c'est pas de la pierre, c'est chez Mélenchon, ça c'est le... Bref... Oui, non, mais je vois tout à fait qui donc ce sont des gens qui ont... Il avait écrit un ouvrage à la gloire de Barack Obama. Des vraies faiblesses, c'est ça, il se présente comme étant l'expert de... Mais pas comme... Il est expert en Obamania. En Obamania, et donc c'est... De cet homme, de ce président extraordinaire qui a certainement mis... C'est l'opposé exact, chers auditeurs, de l'autre directrice d'émission, d'une autre directrice d'émission, Evelyne Josselin, oui, totalement. Oui. Qui elle est une comment je la taquine souvent et qui est une groupie de Trump, mais qui a écrit de très beaux ouvrages d'ailleurs. Trump a une chose pour lui par rapport à Obama, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et ses manières vis-à-vis des femmes et sa coupe de cheveux. C'est qu'il est l'un des seuls présidents américains depuis la guerre à ne pas avoir commencé sous son mandat un conflit majeur, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire que Barack Obama est certainement beaucoup plus avenant, beaucoup plus sympathique. Il a tué beaucoup plus de gens. Et de gens innocents. C'est ce qu'on a compris d'ailleurs à travers les Et d'ailleurs, savez-vous, juste pour faire rire nos auditeurs, savez-vous ce que Barack Obama fait de sa retraite ? Il va subventionner un film sur la condition ouvrière aux États-Unis. Il est bien placé pour en parler. Bon, peut-être qu'il prépare sa prochaine campagne, sait-on jamais. J'avais une question à vous poser à propos de vos jeunes gens. On constate
mais même quand on écoute d'autres radios que Radio Courtoisie, beaucoup de publications qui ont l'aura en fait de publications scientifiques, et alors moi je ne suis pas experte en tout, mais sur les sujets où je peux quand même comprendre ce qui est présenté, je constate parfois une grande ignorance, c'est-à-dire des gens qui sont peut-être brillants ou spécialistes d'un domaine, mais quand il faut replacer le fruit de leur recherche dans quelque chose qui correspond au réel, ça n'est plus cohérent en fait. Ah. Et la question que je me pose, c'est que vos jeunes gens que vous soutenez, lorsqu'ils essayent de poursuivre dans l'enseignement et la recherche, arrivent-ils à publier ? Pour l'instant, on parle de gens, on parle de gens qui arrivent à l'âge des publications. Donc pour l'instant, ils sont juste au début. Donc pour la plupart. Mais si vous voulez, nous avons créé la revue Perspective Libre pour ça, pour avoir des publications de niveau universitaire et pour pouvoir aussi traduire des gens qui devraient être traduits en France qui ne le sont pas. Et la France a pris un retard de traduction de plusieurs décennies malheureusement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous donner... je vais faire rire vos auditeurs. Avec une légère anecdote personnelle. Moi, j'avais eu en sciences politiques, en recherche en maîtrise, j'avais eu la 2e note de la promo pour un travail qui était la souveraineté, vu qu'à la base je suis historien des idées politiques, qui était la souveraineté chez les penseurs chrétiens dans l'entre-deux-guerres, Simone Veil, Edith Stein, Gaston Fessard. Bon. J'ai été battu par un mémoire qui était sur le rôle des transsexuels dans le mouvement social. Donc aujourd'hui, vous avez le déferlement d'une sorte, je dirais, d'ésotérisme universitaire, qui s'incarne entre autres dans l'idéologie du genre et autres, qui est en train de détruire l'étude scientifique. Ensuite vont arriver ce qu'on appelle les cultural studies, c'est-à-dire par exemple les études pour les Noirs, les études pour les Maghrébins, les études pour les Asiatiques, etc. Mais attendez, on est dans un courant, on nous explique qu'il ne faut pas distinguer, pas faire de discrimination. Ah oui, non mais attendez, vous n'y avez pas le droit. Mais ce qu'on appelle les décoloniaux, qui sont déjà et qui sont en train de bouffer nos universités, eux, ils ont le droit. Parce qu'ils ont hérité la discrimination. Alors, si vous voulez, je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un qui se plaignait beaucoup d'être placardisé pour ses origines, Ramayadeh, qui est aujourd'hui à New York à la Banque mondiale, et que les Français, les méchants Français la placardisaient en raison de ses origines. Elle oubliait bien que ses origines, il est vrai, fort prolétariennes, vu qu'elle était la fille d'un des ministres de Léopold Ségar Senghor. Mais si vous voulez, vous avez des gens, parce que nous avons fait de la culture de l'excuse un moyen de promotion sociale, qui sont en train de détruire une partie de l'université comme ça, et eux, ils ont le droit. Vous n'avez pas le droit. Si vous voulez, oui, donc il faut développer des réseaux de résistance. Non, mais surtout, c'est que vous avez une véritable destruction de l'esprit qui est en cours, et c'est absolument dramatique. Parce que une partie de nos jeunes les meilleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont se mettre à publier en anglais. Ensuite, ils seront, un moment ou un autre, attrapés par les multiples bras recruteurs des think tanks américains et autres, et nous allons perdre notre intelligence stratégique, qui est notre intelligence de l'être au monde. Parce que ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas les Afro-descendants qui nous demandent de nous abêtir par le genre ou les décoloniaux, si vous voulez. Nous allons continuer cette conversation, chers auditeurs, dans quelques minutes, après la pause, puisque vous savez qu'il y a une pause.
Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 24 août 2019, de 18h à 21h, et réalisé par Philippe. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, donc je vous retrouve en seconde partie, toujours en compagnie de mon complice que d'habitude vous entendez pour des mini-chroniques et que là vous aurez entendu pendant l'ensemble de l'émission parce que je tenais à ce qu'il vienne présenter de manière plus tranquille et sereine les travaux de son cercle Aristote. Je dis son cercle Aristote, mais il n'est pas tout seul. Et cette seconde partie donc, poursuit un petit peu la présentation du début. Simplement, Pierre-Yves Augeron et ses camarades Sébastien Laperche et Laurent Henninger vont vous présenter un petit peu les méthodes de travail employées par le cercle. Et pourquoi je tiens à ce qu'on prenne le temps de vous présenter cette façon de travailler? Eh bien parce que, chers auditeurs, je constate que malheureusement, dans nos milieux dits de droite et dits de droite conservatrice, nous peinons à argumenter et à défendre d'une manière efficace nos idées et d'une manière qui parle au-delà des cercles de la droite et des familles habituées à entendre un discours conservateur ou antilibéral, voilà. Et donc, je pense que cette faiblesse, je le constate par exemple sur des thèmes aussi bateaux que la question du féminisme. Eh bien, la meilleure combattante antiféministe que j'ai pu entendre, c'est pas chez vous, Pierre-Yves, c'est à la télé. C'est une jeune femme qui se dit féministe et qui est tout à fait typée, Jussieu, gauche, tout ce que vous voulez, et qui est redoutable parce que lorsqu'elle est face à des idéologues, elle avance des statistiques et elle explique aux féministes que leurs combats sont de mauvais combats et sont politiquement indéfendables. Voilà. Et ce que nous peinons, nous, à défendre, par exemple, sur ce sujet-là, parce que nous restons sur des questions de société et que ça ne sont pas des arguments qui portent leurs fruits en dehors de nos cercles. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises défenses, mais ça ne porte pas de fruits en dehors de nos cercles. Donc Pierre-Yves Augeron et ses camarades vont vous présenter pendant un peu plus d'une heure les méthodes de travail du cercle Aristote. Et puis, vous entendrez, comme à son habitude, François Lejeune pour la dernière demi-heure dans sa chronique, pour une chronique sur l'Ouzbékistan. Voilà. Pierre-Yves, l'heure suivante est à vous. Donc, prenez le temps de présenter aux auditeurs. J'espère que par cette émission, vous pourrez aussi éventuellement susciter des vocations, des personnes qui souhaiteraient travailler avec vous et justement... ne plus parce que parfois par passion on peut développer en fait des connaissances et des méthodes de travail qui seraient utiles au combat, puis on reste isolé et donc peut-être que en travaillant au sein du cercle Aristote, chers auditeurs, eh bien vous pourriez partager le fruit de vos travaux et nous donner des armes quand il s'agit d'aller au combat. Pour ceux qui aimeraient d'ailleurs nous et ça vaut pour toutes nos publications, pour ceux qui aimeraient nous trouver, donc cerclearistote.com, ils peuvent trouver en ligne pour commander la totalité de nos ouvrages, de la revue, et ils peuvent nous contacter cerclearistote@gmail.com et ils peuvent trouver notre agenda, ils peuvent s'abonner à nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, et également suivre nos amis des différents cercles de province. Tout à l'heure, je les ai énumérés, mais j'en ai encore oublié un. J'ai oublié celui de Grenoble. Et oui, donc, parce qu'il y a, par exemple, Clément que nous avons entendu, je m'en excuse auprès de lui d'ailleurs de ne pas l'avoir mentionné, le patron du cercle Jean Bodin, donc du cercle de Lyon, qui est un des cercles les plus actifs et qui est très marqué par les relations extérieures et par la géopolitique, à l'image de son vénérable patron. Mais
je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire là. Et j'aimerais, en interrogeant mes camarades, déjà, en disant ce que nous faisons, dire ce que nous ne faisons pas et ce qui, moi, m'effraie de plus en plus d'une part du milieu national. C'est-à-dire, je vois monter d'une part du milieu national un anti-intellectualisme qui se prétend vitaliste et qui ne l'est pas, qui est un anti-intellectualisme d'idiots satisfaits, et malheureusement, que le système... Alors vous me direz, le système aussi est idiot. Oui, mais le système est lourd. Puis lui, il a le pouvoir. Ils ne sont pas complètement idiots. Et parce puis ils sont pas tous complètement idiots. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent. Or, ce qui m'effraie, c'est... Je vais vous donner un exemple. Nous glorifions dans les milieux nationaux des gens, je pense des figures étrangères, comme M. Bolsonaro, par exemple au Brésil, parce que M. Bolsonaro veut liquider les études de sociologie et de philosophie. Bravo. Alors que moi, si vous voulez, ça me vaccinerait contre le fait de voter pour quelqu'un. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, et ça, les nationaux français feraient bien de se réveiller, parce que si on fait... moi, je suis historien des idées politiques à la base, donc j'ai malheureusement joué mon rat de bibliothèque. Si on fait toutes les inventions de l'esprit depuis les encyclopédistes, les nationaux les ont toutes ratées, à une exception. Le positivisme, grâce à Charles Maurras. Donc, merci à nos camarades de l'AF que je salue et que j'embrasse, parce que sans eux, la droite française serait un désert intellectuel des encyclopédistes à nos jours. C'est malheureusement vrai. C'est à grands traits. Mais, à force de glorifier les phraseurs plus que les penseurs, c'est-à-dire un certain type d'écrivains anarchistes de droite, qui peuvent être tout à fait plaisants à lire, qui sont, à mon avis... Qui sont très talentueux, souvent. Qui sont d'ailleurs très talentueux, mais qui d'un point de vue politique, sont souvent contre-productifs. Et on n'a pas... Ils ne donnent pas, en fait, chers auditeurs, ce qui est important de... Et c'est les discussions en famille, en été, pour justifier des engagements et des combats des uns et des autres sont très intéressants. Si vous voulez avoir des gens qui puissent combattre, porter vos couleurs en public, que ça soit dans le cadre d'élections qu'on espère plus ou moins démocratiques, ou alors, si jamais il y avait un renversement de régime, être capable de prendre le pouvoir, il faut leur donner des armes intellectuelles. Il faut donner des outils intellectuels. Or, les gens que nous trouvons... Sans tomber nécessairement dans l'intellectualisme, si vous voulez. Une brute qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. mais ça ne justifie pas le fait... Je vais vous donner deux exemples terribles. Nous sommes arrivés à passer totalement à côté de la psychanalyse, alors qu'on y parle de moi profond, on y parle de racines, on y parle d'archétypes. On a raté parce qu'on a réduit la psychanalyse au freudisme dont nous avons combattu une partie des développements, je pense au freudo-marxisme particulièrement, à l'école de Francfort, à d'autres trucs de ce type-là. On a quasiment raté la révolution Jung, quasiment raté. Nous avons fait de la sociologie une science de gauchiste alors qu'elle n'était pas vouée à l'être. Et elle n'était pas au départ. Elle ne l'était pas au départ. Et résultat... Et c'est pour ça d'ailleurs que, heureusement, que le mouvement souverainiste est là. Et le mouvement souverainiste est fait intellectuellement, j'entends pas de ses bases, mais pas sociologiquement, mais de ses intellectuels organiques, est fait de 80% de gens qui ont fait leur classe à gauche ou à l'extrême gauche. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le respect et au moins des méthodes intellectuelles. Ça, je l'ai observé, il suffit de voir les Régis Debray, les Jacques Sapir, les Emmanuel Todd, etc. Et d'ailleurs, quand on a des gens qui viennent de la droite, généralement, ils recentrent leurs analyses au contact du réel. Je pense à quelqu'un d'extraordinairement talentueux, qui est un de nos amis, François-Bernard Huyghe, qui est un homme qui a évolué d'une certaine droite jusqu'à Chevènement. Alors après, vous avez Après, heureusement, il y a eu un mouvement qui a sauvé, à mon avis, l'intelligence de la droite française. Ce mouvement, c'est l'Action française, qui nous a donné... parmi les plus beaux esprits, jusqu'à aujourd'hui, des Bernard Lugan, parce que Bernard Lugan, c'est l'AF. C'est pas, si vous voulez, ce que j'appellerais la droite bas du front. Or, non mais, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas du tout, je m'attaque à personne, là, je fais un constat. Or, c'est la première chose qu'on a voulu faire quand on a commencé les cycles de conférences. Un cycle hebdomadaire, c'est très dur à tenir. Il faut être très clair, très peu de mouvements le font. Je pense qu'avec la NAR, on doit être l'un des seuls à Paris à le faire. C'est l'ouverture maximum. C'est-à-dire, de chez nous ou pas de chez nous, toute personne qui a fait un écrit intéressant
et qui accepte d'être applaudi ou d'être contredit, a le droit de venir chez nous. Y compris des gens qui ne sont pas nécessairement d'une proximité. Moi, on a eu des alter-européistes, on a eu l'économiste Alain Chauvet, on a eu des gens comme ça chez nous. Mais Peggy disait qu'une bonne revue devait mécontenter entre un quart et un tiers, je ne me rappelle plus de ses lecteurs à chaque numéro. Ben nous, on essaye de ne rien s'interdire. Et en tout cas, c'est ce qui fait je pense, un point de nos conférences. Tu voulais ajouter quelque chose, Laurent ? Oui, je pense que... Bon, j'ai rien à enlever à ce que tu viens de dire, au contraire, mais je pense qu'aussi cette nécessité de la pensée, bien sûr sans intellectualisme, mais de la pensée, y compris en profondeur, y compris difficile, etc., elle est d'autant plus importante, et même elle est d'autant plus vitale, et je souligne cet adjectif, que nous sommes entrés dans une période de l'histoire, dans une période de tournant macro-historique. On rentre dans un... Je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça, la période de l'histoire dans laquelle on rentre, mais ça va être un changement qui va être encore plus important que celui de la Renaissance, vraisemblablement. Qui va être au moins aussi important que la chute de l'Empire romain et les royaumes barbares qui ont suivi. Il y a certains penseurs qui ont même comparé... qui ont même émis comme hypothèse que la période qui s'ouvre soit un tournant dans l'histoire de l'humanité aussi important que l'a été ce qu'on appelle la révolution néolithique. Bon, on rentre dans une période comme ça, donc on ne peut pas se contenter de ressasser ad vitam aeternam des idées, des combats, des préjugés, etc., qui datent des batailles du XXe siècle, ou même du XIXe, ou du XVIIIe. Voire avant. On peut pas se contenter de les recenser. Ce qui veut pas dire qu'il faut les mettre à la poubelle, et ce qui veut pas dire non plus qu'il faille faire, comme le dit une chanson célèbre, du passé faire table rase. Il s'agit certainement pas de ça. D'abord, je suis historien, moi, donc faire du passé table rase, ça serait couper la branche sur laquelle je suis assis, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel et pour manger, comme on dit. Mais donc oui, le passé, mais on peut pas se contenter. Moi, je vois dans certains domaines, je vois des gens qui se contentent de ressasser des combats et des haines de la guerre froide. Quand c'est pas celle de 1780. Oui, absolument. Là, je voulais être gentil. Selon un mot célèbre qui m'a été opposé, t'as pas compris que Philippe le Bel, c'est déjà la gauche. Oui, c'est ça, voilà. Bon bah. Oui, mais alors là, bon. Oui, non mais d'accord, mais c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force de toujours chercher le camarade de combat qui soit aussi pur que nous, on finit tout seul dans la tranchée. Mais exactement. Exactement. Sébastien. Alors, bonjour. C'est un plaisir d'entendre votre voix, chers auditeurs. Sébastien à la perche est dans le studio depuis le début et il n'osait pas intervenir. Nous vous écoutons. Entre Clément, Laurent et Pierre-Yves, j'ai évolué un peu entre les masses de granit. C'est gentil. Comment dire ? Oui, en fait, en cette période de crise, il est assez humain en fait de se replier sur ce qu'on appelle son confort intellectuel. Bon, c'est vrai qu'il y a un gros problème avec la droite française de tradition d'anti-intellectualisme qui est particulièrement délétère. Mais il ne faut pas croire à gauche, ils ont un peu le même problème. Maintenant, oui, c'est ça qui est intéressant. Ils ont ce problème, parce que les gender studies et tout ça détruisent la matrice de la pensée, qui est quand même l'université. Et qui a commencé avant, parce qu'en fait, je pense que les doctrinaires de gauche ont fini quand même par éliminer un certain nombre de vrais chercheurs de gauche. Et vous retrouvez aujourd'hui en situation de direction de recherche des gens qui ne sont pas des vrais scientifiques ou des vrais chercheurs. C'est vrai, mais ça ne concernait que le milieu universitaire, ce dont vous parlez. C'est vrai. Mais d'un point de vue beaucoup plus massif, la gauche a cessé de penser, à partir du moment où elle est arrivée au pouvoir et qu'elle est rentrée dans le confort et la corruption des années Mitterrand. D'accord. C'est dans les années 80 que là je vous parle d'expérience sans vouloir jouer les anciens combattants. Pardon Sébastien. Oui, pardon. Alors je ne sais pas si je prononce bien le mot, mais son nom c'est Íñigo Errejón, un des fondateurs de Podemos. Tout à fait. Elle a fait un entretien dans Le Vent se lève, qui est un des meilleurs médias en ligne de gauche. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il a il a fait un très long entretien où il a essayé d'expliquer pourquoi l'impasse de son ancien mouvement, Podemos, de faire le parallèle avec la France insoumise et son échec manifeste aux dernières élections.
Et il a beaucoup insisté sur la notion de sortir de notre zone de confort, parce que c'est tout à fait humain de vouloir avoir ses camarades, d'avoir des thèmes, des références, des codes, etc. Le problème, c'est que vous vous adressez, dans le combat politique, à toute la population, dans son entièreté. Le peuple, on ne peut pas changer le peuple. D'ailleurs, il faut rappeler quand même que ce pauvre Bertolt Brecht, il faisait de l'humour, de l'ironie. Et on a pris ça au pied de la lettre, ça lui a pourri le reste de sa vie. Mais non, on ne peut pas changer le peuple. Et je voyais les commentaires sur Facebook, qui est un peu le thermomètre. Les samizdat du XXIe siècle, où on avait des réactions très positives, mais aussi des réactions du genre je ne vais pas être d'accord, donc je ne vais pas le lire. Non, mais et voyez ça, malheureusement, il y a une montée, effectivement, dans la classe, on va dire, jeunes adultes de la population française. Oui, il y a des tendances au sentimentalisme, à l'irrationalisme. C'est voulu aussi par la destruction de l'éducation nationale. Mais on est, comment dire, excusez-moi, c'est ma première radio. On est aussi, on voyait aussi parler avec les problèmes les vieilles batailles de les guerres froides, etc. Si au cercle Aristote, il y a quand même la moyenne d'âge est quand même assez basse, et on est la génération Y, dans les plus tardifs, comme les plus précoces, comme moi ou Pierre-Yves, et puis ceux qui sont nés dans les fins des années 80, début des années 90. C'est vrai que tout cela ne nous concerne pas. Donc, c'est pas qu'on a une opinion forcément défavorable de telle ou telle chose, ou on fait dans le combat. On n'est pas dans le conflit de génération. La plupart de nos références, comme Jacques Sapir, sont des anciens, etc. Mais tout ça nous concerne. On ne se sent pas concerné, surtout on n'est pas au courant. C'est pas les combats, c'est une discussion que j'ai eue. Ça n'est pas les combats que nous avons à mener aujourd'hui. Il nous faut des armes pour aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et pour demain. Voilà, donc il est vrai que, d'ailleurs ça va me permettre d'enchaîner sur ce que va être ma principale contribution à cette émission, c'est qu'est-ce que je fais au Cercle Aristote et comment j'y suis arrivé. C'est très simple. Au début, j'ai été comme spectateur. Je consommais des vidéos en ligne et des articles, je faisais ma revue de presse perso, et pour vaincre l'isolement, pour voir des gens, j'ai cherché des conférences à Paris. Par le rythme et par l'horaire des conférences au Cercle Aristote, je suis tombé assez naturellement sur eux. Je ne connaissais pas Pierre-Yves avant, rien, nada. Pourtant, je suis tombé à peu près à la période où il présentait son livre sur la loi de 73. Et j'ai été d'abord spectateur, puis habitué, puis pilier de... pilier de salle, et puis à la fin j'ai intégré l'équipe un peu plus formellement, et je contribue au quotidien. Ma contribution la plus courante, c'est que j'assistais à quasiment toutes les conférences depuis 2010, et j'y aide comme correction, etc. Et puis aussi tu as contribué avec une étude sur Braudel comme pensée nationale. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous êtes trop modeste. C'est un des défauts du personnage. Alors, j'ai commencé tout simplement sur Braudel, tout simplement pour moi. Parce que pour reconstruire, on va dire... Donc une passion, de votre passion, un intérêt personnel. Voire même un projet de reprise d'études. Et en fait, Braudel, c'est un peu la plaque... la plaque tournante, la base de toute l'histoire moderne, l'histoire en tant que moderne, au sens actuel, l'histoire en tant que science. Et c'est un incontournable. J'étais en train de travailler là-dessus. Et Pierre-Yves, qui est quand même un grand expert du chaud-froid, on va dire, me demande 2 mois avant la publication, la fin le début de la phase d'édition à proprement parler, du Pourquoi combattre, est-ce que ça te dira un article sur Braudel? J'ai 2 mois, ça va être court. Oui, mais tu vas y arriver. Bon, j'y suis arrivé. Donc, grand expert du chaud-froid. Je me demande si je peux mettre ça en carte de visite. C'est le principe du maître nageur qui vous jette à l'eau, quand même. Oui, ça a été un peu ça, oui. Et cet article, si je persiste et que j'arrive à publier, comme tous les premiers écrits, je pense que je le détesterais comme... Il faut bien commencer, vous savez, René Girard n'aimait pas ses premières publications. Donc parce que Braudel est c'est d'ailleurs le thème de l'article est en train d'être oublié. Ouais. Il est connu dans le milieu universitaire.
Et encore, je veux dire, dans le milieu universitaire, au point où dans 10 ans, les milieux universitaires, on leur reprochera de dire, pas dire les humains, on dira l'homme. Bah oui, dans les années 50, on disait pour homme, humanité, c'était synonyme. Ça, c'est ça. Vous écrivez n'importe quel papier là-dessus, on vous chope gentiment. On ne peut plus écrire dans une publication les hommes. Oui, comme... Enfin, disons, l'homme, l'apostrophe H, disons qu'on va tout de suite vous dire que vous faites dans la dérive genrée. Alors que lui-même, Brodel... Qui va mal se faire. Brodel lui-même disait, oui, le vocabulaire évolue. Donc il avait bien conscience, il n'a jamais considéré ses écrits comme intangibles et définitifs, qu'il a toujours voulu. Et en fait, je me suis attaqué avec respect, à 3 dimensions. L'historien, l'épistémologue, sa réflexion sur l'histoire en tant que discipline, ses relations avec les autres sciences de l'homme, donc justement maintenant on dirait plutôt sciences humaines et sociales, et puis sa réflexion sur le capitalisme, qui sont pour moi d'une grande actualité parce que c'est sa grande force. Sur le capitalisme et sur sa naissance. Il y a eu une chute de météorite sur la réflexion sur l'économie, l'État, tout ça, qui s'appelle Marx, qui a fait qui a tout bouleversé. Et à partir de Marx, on a essayé de faire contre, on a essayé de faire comme on a essayé de faire sans. Et puis il y a Brodel qui a une idée bizarre, il l'a juste lu. Et il a intégré l'apport marxiste sans aucunement être marxiste. D'ailleurs, il n'est pas spécialement tendre avec les historiens marxistes. Parce que pour eux, pour lui, il faisait à l'époque de la catéchèse. D'ailleurs, il ne se priait pas de le dire, à l'écrit comme à l'oral, et ils lui ont bien fait payer. Et donc, Brodel avait le feu des critiques des auteurs marxistes parce qu'il péchait contre la doxa, et les anti-marxistes parce qu'il lisait Marx. Il attaquait pas bille en tête et sabre au clair. Donc, c'est quelqu'un qui a avalé et digéré Marx. Et qui pourrait donc nous fournir des armes. De toute façon, l'histoire, la globale histoire, oui, il est complètement oublié, mais il faut savoir, Pierre-Yves, c'est quelle université où il y a quasiment une statue de lui C'est aussi une université américaine qui est sur les études de Brodel. Ouais. C'est Immanuel Wallerstein qui est le grand disciple de Brodel, pas autoproclamé, Brodel l'avait désigné avant de mourir. Qui tient ça. Brodel est un monument dans la pensée américaine. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Samuel Huntington, beaucoup de gens connaissent. Qui est très connu en France pour le coup. Puis qui est très connu sur cette antenne de radio pour son ouvrage sur le conflit des civilisations. Sa vision des civilisations et à certains moments, sans manquer de respect à la mémoire du professeur Huntington, quand vous lisez Grammaire des civilisations de Brodel, tout y est déjà. Ouais. Tout y est déjà. Et tout y est de manière beaucoup plus lestée intellectuellement que ne l'est dans le choc des civilisations. Je ne dis pas dans les développements géopolitiques, mais dans la vision du fait de civilisation, les emprunts à Brodel, qui sont en plus des emprunts non signalés, ce qui est un manque d'élégance, sont omniprésents. Question, est-ce que le cas de Brodel et sa disparition, en tout cas des mémoires, peut être comparable à ce qui arrive à un penseur comme René Girard, qui a été aussi reconnu aux États-Unis, peut-être toute proportion gardée, et qui en France, en fait, est inconnu, sauf de certains milieux. Alors, si je veux, René Girard est parti aux États-Unis. Brodel, il est resté en France. Dans les années 80, vous trouverez ça sur YouTube, au journal de France 3. Il y avait une émission sur lui où il donnait cours devant les caméras à une classe de collégiens, je crois, à Toulon. Donc il était connu à l'époque. Il était connu, il avait des émissions, et on voit ce qu'est devenu la chute de la télévision dans les années 80. Il avait des débats, fin des années 78, il avait des débats sur sa vision de l'histoire, etc. C'est pourtant l'histoire, selon Brodel, donc la nouvelle histoire de l'époque, comme on l'appelait. C'est pourtant assez aride, hein. On est loin de... on ne fait pas dans le... c'est pas du roman historique. Voilà, c'est ça, c'est très technique. Et lui-même disait qu'il fallait garder l'histoire récit pour intéresser les jeunes à l'histoire de leur pays, à l'histoire tout simplement, au passé, et que son approche de l'histoire devait rester, on va dire, une initiation en terminale, comme on avait une initiation à la philosophie, ce qu'étaient les cours de philosophie
une initiation, une approche. Et il était dans un de ses derniers écrits, on trouve encore ce bouquin très facilement, dans Grammaire des civilisations, il y a un prologue qui est un extrait d'une de ses interviews au Corriere della Sera, à l'époque où il était assez inquiet des premières réformes. On est au début de Mitterrand, des premières réformes pédagogiques, parce que là, on bourre le crâne des enfants de concepts qui sont trop abscons pour de jeunes esprits, etc., etc. Ce n'était que le début. Maintenant, on l'a carrément fait sauter. Là, c'est fini. On est carrément dans le mensonge. Vous verriez, moi, j'ai des enfants en âge de faire de l'histoire. Je vous passe l'éducation morale et civique sur le sexisme. Et quant à l'histoire, on est carrément c'est plus de la propagande, parce que la propagande, on part du réel, on le déforme un peu. Là, on est dans le mensonge, tout simplement. Alors, j'ai une remarque d'auditeur. On tue l'Occident actuellement, il faut tout reprendre à zéro. La chevalerie envers les dames manque. Travaillons ce système. Vous êtes nos âmes, mesdames. Soyons forts. Ça, c'est parce que vous m'avez réduit à être une lectrice de Jeune et Jolie. Comme quoi, même sur cette radio... Il y a des gens qui défendent les dames. Non, rien contre, mais... Non, mais par contre, derrière... Par contre, il y a un point qui est intéressant dans cette remarque. Reprendre à zéro. Reprendre à zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour reprendre à zéro. Attendez. Mais je ne suis pas certaine que ça soit... On va s'entendre sur les mots. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est... Parce que le procès a été fait de la part des catégories intellectuelles qui nous ont coûté, etc. Je pense d'ailleurs que sur certaines, particulièrement sur les notions de progrès et d'émancipation, nous sommes allés beaucoup trop loin dans la critique, et qu'on a une vision, là encore, parce que nous n'avons pas intégré les sciences sociales, parce que nous n'avons pas intégré la pensée complexe, nous avons une vision de la société d'avant qui est, si vous voulez, qui parfois confine à l'infantilisme. Et au fantasme. Or, ce qui manque aujourd'hui, c'est une grande idéologie renaissantiste. Parce qu'on est tous marqués par le romantisme. Culturellement parlant, nous aimons ceux qui tombent. Voilà. Non, mais nous aimons ceux qui tombent. Nous aimons ceux qui tombent. Or, d'où, par exemple, le fait dans nos milieux qu'on est tous les 2 ans, on a un nouveau Spengler, ou tous les 3 ans, on a un nouveau Spengler. Je pense que aujourd'hui, le constat de notre déclin, l'évidence de notre décadence fait que ce qui manque, c'est un vitalisme et une pensée de la Renaissance qui soit totalement vierge des apories qu'ont pu être certaines pensées de la renaissantistes du XXe siècle. Donc, je pense que il faut bien comprendre une chose. La nostalgie est une grande catégorie politique. Si vous lisez, pour moi, un grand ouvrage formateur pour les adolescents, qui est Lettre d'un petit bourgeois entre 2 feux et 4 murs, qui est le journal de prison de Régis Debray, la nostalgie est une grande catégorie politique. Il le dit lui-même. J'ai vu des gens traverser des océans pour venir se battre parce qu'ils ont lu les chants de Maldoror. Je n'ai pas vu de gens prendre les Kalachnikov après avoir lu Das Kapital. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut transmuter cette énergie de la nostalgie, car on a toujours la nostalgie de ce qu'on n'a pas connu. Moi, si vous voulez, la nostalgie de la grande France, moi je suis dans 86, je suis dans pleine Mitterrandie, et pour moi le premier homme de droite que j'ai vu c'était Édouard Balladur, alors pardonnez-moi, voir la terre promise. Mais en termes galants, ces choses-là sont dites. Je rappelle Serge de Beketch, dont la mémoire est présente dans ce studio. On se donne aussi des coups de colichemar avec courtoisie, vu qu'ici c'est courtoisie au sens médiéval du terme. Or, d'où la référence à la chevalerie d'ailleurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut, Jean-Claude Michéa nous l'apprend, prendre cette nostalgie et en faire un sens du passé. C'est-à-dire de ce qui doit survivre, de ce qui doit être permanent en nous, mais par un saut qualitatif comme la France a su le faire, qui est un grand, si vous voulez, qui
qui est une grande transformation comme la Renaissance a su le faire. D'où ce que je parle de pensée renaissantiste. D'où le fait quand je vous dis de reprendre à zéro, ce n'est pas d'éliminer ce qui a eu lieu. C'est de faire une sorte de vaste état des lieux de ce qui doit vivre et de ce qui doit disparaître, car si cela se maintenait, c'est notre chute qui serait définitive. Je vais vous donner un exemple très simple. À titre personnel, je peux comprendre la nostalgie de mes camarades pour les régimes monarchiques. Quand je vois ce que sont devenues les monarchies parlementaires, tout de suite la nostalgie me passe. Je vous le dis franchement. Et je pense que la forme républicaine peut vivre si elle retrouve, parce qu'il y a plusieurs traditions républicaines. Si vous lisez quelqu'un comme Lettre à mes fils, je crois que c'est de Paul Doumer, qui est d'ailleurs un des... c'est un écrit d'un nationalisme parfois plus violent que ce que vous trouvez chez Boutan ou autre. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forme républicaine peut vivre, elle peut vivre sans, si vous voulez, les errements du Parlement, à la fois du parlementarisme et de la démocratie spectacle, qui elle, de toute façon, parce qu'elle agit à titre intellectuel et à titre spirituel comme une sorte de contre-initiation, comme un parasite, comme un cancer, si vous voulez. Eh bien, un cancer, ça se traite par ablation. Donc, oui, mais là, vous parlez d'ablation quand même de la République, parce que je vois pas ce que vous pouvez sauver dans ce qu'on a aujourd'hui, ce qui nous est présenté comme République. Je dis qu'il y a aujourd'hui 3 grands problèmes. Sont d'abord la perte de la souveraineté, avant tout. Tant qu'on n'a pas dit ça, on n'est pas sérieux. Régime, et quel que soit le régime. Si vous voulez, il y a encore des monarchies constitutionnelles en Europe. Elles ont donné à un luxembourgeois fortement ancré sur la bouteille. Donc, vraiment, je pense qu'au Parlement européen... Ah, mais il va me manquer, JC. C'était votre préféré. Ah, mais JC... Les auditeurs l'auront compris. Ah non, mais Jean-Claude Juncker me manquera presque autant qu'à la buvette du Parlement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous n'arrivons pas à faire une nouvelle synthèse historique, et ça après c'est Rodrigue Atu du cœur, c'est est-ce qu'on a suffisamment encore en nous pour faire quelque chose? Car s'il y a un point commun de tous ceux qui aiment la France, c'est que tous nos systèmes intellectuels, tous nos systèmes idéologiques, toutes nos idées ont été défaits. Donc nous sommes des perdants. Nous avons perdu. Donc, si nous voulons gagner, parce que la victoire, ça se gagne, ça s'arrache. Se mérite, ça s'arrache. Eh bien, il faut avoir cet effort d'une nouvelle synthèse historique. C'est ce que énormément de gens, en fait, font à une petite échelle, un peu partout, des petites revues, des magazines web, je pense. Tenez, des gens très bien, Philippe, qui font de la philosophie sur Internet. C'est le cas, quelles que soient nos différences avec eux, de gens comme ceux qui écrivent dans Le Vent se lève, j'aimerais bien que certains milieux de droite soient capables de faire ce que c'est je dirais même pas mélanchonien, je dirais plutôt... ils étaient proches des souverainistes de la France insoumise, je pense qu'ils sont du courant Kuzmanovic, pour beaucoup d'entre eux. Ce qu'eux, ils ont été capables de faire, voilà, ce que des gens comme Olivier Berruyer, qui n'est pas tout à fait un homme de droite, ont été capables de faire, je pense que la France est une forme avant tout. Hein, c'est le mystère de la phrase du général de Gaulle. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Or, la France est une forme et cette forme doit vivre, coûte que coûte. Et pour cela, elle doit se réinventer dans les données du XXIe siècle. Oui. Donc, tout en étant la France. Tout en étant la France. C'est la dialectique du changeant et du permanent. Or, c'est ce que nous essayons de faire en croisant, en traduisant, en publiant. C'est le rôle de la revue, c'est le rôle de la maison d'édition, parce que nous avons essayé de sauver des œuvres qui méritaient de l'être. Je pense à celle de Norman Palma, dont je suis particulièrement fier, et de croiser des gens qui ne se seraient jamais croisés ailleurs parce que parce qu'on a monté des gens les uns contre les autres, alors qu'objectivement, il y a dans tous les camps, il y a autant de traîtres à la France, si vous voulez. Oui, d'égocentriques, de corrompus. De corrompus. Si vous prenez la liste de ceux qui ont vendu par exemple Alstom aux Américains, vous êtes très surpris par certains noms. De noms très habitués des milieux de la droite nationale et auxquels d'ailleurs personne n'ose faire une réflexion.
Hein, bon. Alors, honnêtement, dans nos réseaux, moi j'ai entendu des critiques. Non, mais des critiques qui lui ont été adressées. Parce mais que adressées, si vous voulez, comme disait Cyrano, j'aime sur mes pas raréfier les saluts. Mais vous voyez ce que je veux dire. La France, c'est une grande histoire de famille. Dans une grande histoire de famille, on a tous des choses à se reprocher. À titre personnel ou aux autres. Oui, mais quand quelqu'un trahit, il faut accepter de reconnaître qu'il a trahi. Et c'est pas son héritage ou qui le protège du constat. Vous prenez le cas de la trahison, c'est le cas le plus extrême, et même simplement sans aller jusqu'au niveau de la trahison, dire ou faire des bêtises. Pour utiliser un mot... Pardonnez-moi, mais une bêtise, ça peut être une décision qu'on a pensée bonne et en fait qui vire à la catastrophe. Et je crois que c'est Serge de Beketch qui, de temps en temps, lâchait ces gens-là devraient être pendus pour haute trahison. Mais évidemment. À une autre époque, l'époque chérie de vos amis royalistes, ce genre de comportement se finissait... Et puis la monarchie française pouvait être très créatrice, très créative dans ce jeu. Genre. Ouais. Enfin, Pierre, vous m'avez une fois dit, et je crois que vous l'avez redit à l'antenne quand vous faisiez vos chroniques de géopolitique, je vous demandais, mais pourquoi est-ce que les capitaines d'industrie français trahissent et pas dans les autres pays? Et vous m'avez répondu, mais parce que dans les autres pays, ça se finit très simplement avec une batte dans la tête, les pieds dans le béton, ou... Je dis ça chez les pays civilisés. Mais ou en prison à l'ombre, quoi, pour un moment, au cachot. Je vous donne un exemple très simple. Beaucoup de gens... Dans les pays civilisés, vous avez précisé, Russie, Allemagne, États-Unis. Non, on va être très clair. D'ailleurs, une partie des manifestations actuelles à Hong Kong sont liées à ça. Une partie de la criminalité chinoise en col blanc se fuit par Hong Kong. D'où la volonté du pouvoir chinois d'étendre totalement sa juridiction sur ce qui est son sol. Bon, quoi qu'on en pense. Or, le grand problème, c'est que vous ne connaissez pas de grands industriels chinois qui aient trahi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont eu des velléités ou qui ont essayé. Le problème, c'est à qui perd gagne. Or, je vais vous donner un exemple très simple, mais on va prendre un pays civilisé, sous l'ère gaulienne, ça se passait comme ça. Pardonnez-moi. Et nos amis allemands ? Si vous voulez, l'Allemagne est un pays, et là je vais me cacher derrière des gens, derrière les services de l'État. L'Allemagne est un pays extraordinairement bouffé par la corruption, ce que personne n'ose dire. Si vous voulez, d'un point de vue de données, c'est un éléphant au milieu du salon, mais personne ne le veut, si vous voulez. Je vous renvoie à la lecture édifiante des œuvres d'un très grand serviteur de la France, qui est le commissaire des visionnaires Jean-François Guéraud. Vous allez beaucoup vous amuser sur le capitalisme criminel. Et l'Allemagne est en bonne place. Ah oui. Est-ce que vous pouvez citer exactement le titre de l'ouvrage ? Alors, il en a fait plusieurs. Il en a fait, c'est une suite. Et donc, c'est Jean-François Guéraud, le commissaire divisionnaire. Tout est publié chez Odile Jacob. C'est très facile à trouver. Or, pour être si vous voulez, il ne faut pas... comment dire ? Comme c'est un pays de multicorruption, je vais donner un exemple très simple avec M. Schroeder qui arrivait à se faire payer à la fois chaque mois par Halliburton et par Gazprom. Donc, si vous voulez, c'était... Il était salarié, entre guillemets... Consultant pour les deux entreprises. Tous les mois. Vous voulez, c'était tous les mois. Donc, c'était... si vous voulez, c'est un peu comme on disait du temps de Guy Béard, la fête à Giscard ou la fête de l'UMA, c'est du même pas que l'on danse. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine tradition en France de fantasmer l'Allemagne. Oui. L'Allemagne est efficace, l'Allemagne est propre, l'Allemagne est riche, l'Allemagne particulièrement dans les milieux de la droite française. Et l'Allemagne est efficace, les Allemands ils bossent, en Allemagne il n'y a pas de clochards dans les rues. Tout ça c'est faux dans la réalité. Tout ça c'est faux, faut arrêter de fantasmer l'Allemagne. On va terminer sur 2 points. Nous, ce qui est la meilleure introduction, je pense, à nos travaux, c'est le pourquoi combattre. Ouais. Parce que la revue... On est au 24e numéro, donc on a fait la guerre civile, on a fait l'Europe, on a fait les dynamiques eurasiennes, on a fait la crise du capital, on a fait... pratiquement traité... Non, il y a toujours des choses. Il y a toujours des choses on ne peut pas tout traiter. Mais on a traité... on a commencé à balayer pas mal de thématiques. On a commencé à balayer un petit peu. Et on a fait... il est vrai, et ça, je me permets de te présenter mes excuses
publiquement Sébastien pour avoir martyrisé d'ailleurs Laurent également, mais parce que c'est mon côté, que voulez-vous, hein, c'est mon côté taquin. Oui, non, c'est grand démocrate, je pense surtout. Oui, sincère et humaniste. Sincère et humaniste. Ouais. C'est ce que je dis dans ma salle de bain, mon portrait de Lee Kuan Yew. Mais donc, parce que pour les 10 ans du cercle, parce que là-bas, c'est une machine qui m'a échappé. Parce que, si vous voulez, je voulais faire quelque chose dans le camp national d'utile et quelque chose qui, parce que ça demandait beaucoup de temps, parce que faire éclore de jeunes pousses, c'est très long, comme me l'a dit un grand homme politique souverainiste dont je tairai le nom parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, mais même en dépit de cette phrase-là, ce que vous faites, c'est très bien, c'est trop ingrat pour nous. Et c'est un encouragement qui m'est allé droit au cœur à l'époque. Mais il faut... je m'attendais pas à ce que ça marche, en fait. Je pensais que... Comme quoi, même quand tout le monde dit ça marchera pas... D'ailleurs, tout le monde m'a dit que ça ne marcherait pas. Je me rappelle là, par contre, je peux le dire, les encouragements, par exemple, de mon patron de l'époque, qui était Paul Marie-Couteau, ont été... on ne peut plus ténus. Mais ce que nous avons décidé de faire écrire près de 50 auteurs dans Pourquoi combattre, qui sont nos amis et nos camarades. Ça me permet de faire débuter des gens que je voulais faire débuter depuis longtemps dans leurs écrits, comme Sébastien Laperche, que j'ai honteusement torturé, mais que et le Pourquoi combattre, donc qui est disponible auprès de par internet via notre site ou votre libraire. N'hésitez pas à le commander à votre libraire de quartier, parce que il faut faire vivre les libraires et nos libraires amis, hein, du Ken, la librairie française. Pardonnez-moi si j'en oublie. Bientôt d'ailleurs le retour de la nouvelle librairie, le retour de la librairie Facta avec notre ami Vincent qui va rouvrir quelque chose. C'est une introduction à nos travaux. Bon, c'est une introduction gentillette, hein, elle fait 1000 pages. Oui, et donc, moi, quand vous me parlez d'introduction, je me souviens quand même du pavé qui était présent sur le comptoir de Radio Courtoisie. C'est près d'une centaine d'articles sur des thématiques d'introduction avec des bibliographies pour les jeux. Et avec certains articles énormes. Enfin, très épais, très longs, d'autres articles beaucoup plus courts. Oui, plus légers. Oui, voilà. Tout donc, si vous voulez, vous n'avez pas à le lire. Si vous voulez, ça ne se lit pas, certainement pas comme un roman. C'est quelque chose, c'est un usuel. Vous allez chercher des données sur tel ou tel point, vous confrontez vos idées parce que vous n'avez pas à être d'accord avec nous. C'est pas ça le problème. Mais souvent, les accords, les auteurs eux-mêmes sont pas. Et d'ailleurs, les auteurs eux-mêmes peuvent être en désaccord. La seule chose, c'est quand vous affrontez vos contradictions, c'est que vous êtes vivant. Un corps qui n'affronte plus ses contradictions, c'est très simple, ça s'appelle un cadavre. Donc, oui, je sais, je suis engageant ce soir. Non, mais il est très positif. Hein, non, mais il a raison. Moi, je le soutiens là-dessus. Il faudrait faire une histoire de la pensée de groupe, qu'on appelle le group thinking, de la pensée de groupe comme vecteur de toutes les catastrophes possibles et imaginables, notamment dans le domaine militaire. Dès qu'on arrête de se contredire... D'ailleurs, pour nous, il y a un blog, alors là, pas du tout de notre tendance, parce que nous, on est souveraino-gaullistes, on va être très clair. Mais par contre, pas du tout de notre tendance, qui s'appelle À moi que chaud. À moi que chaud, d'accord. Oui, qui est un blog proche de la Nouvelle Droite, je crois, qui a fait un très bon article récent sur les problèmes de la réinformation. Parce que, malheureusement, la tentation est grande, non pas de réinformer, mais de désinformer dans l'autre sens. Exact. C'est les travaux d'ailleurs de Ingrid Riocreux qui revenait là-dessus. Des ouvrages remarquables aux courageuses éditions du Toucan. Et qui interrogé par je ne sais plus quel journaliste, disait oui, mais attention, il faut se garder, sous prétexte de faire de la contre-information, de faire de la désinformation. Parce que des informations non sourcées ou une présentation trop partiale du réel, on retombe dans les défauts de ceux qu'on veut combattre. D'où l'utilité, d'ailleurs, certaines positions, si vous voulez, qui ont pu nous être reprochées. Alors, généralement,
le reproche principal qu'on fait au cercle, c'est avant tout la personnalité de son fondateur. Bon, faut dire que vous êtes tellement positif et démocrate. Bon, c'est un genre qui se donne. En fait, il est bon comme le bon pain. Non. Vous avez oublié mon côté tolérant. Comme disait Vladimir Poutine, depuis la mort du Mahatma Gandhi, je me sens très seul. C'est une de ses meilleures. Donc, ce qu'il faut, mais mis à part ça, on nous a reproché, par exemple, de prendre la pensée de droite parfois à repousse-poil. Je pense particulièrement qu'on a fait venir Jean-Clément Martin, qui était, je pense, une de nos grandes conférences historiques quand il a parlé de Robespierre. Et les anciens, et je crois que c'était Héraclite qui disait, si mes souvenirs sont bons, le combat est le père de toute chose. Et en réalité, beaucoup de gens ont pris cette pensée comme l'éloge de la guerre, ce qui n'est absolument pas le cas. Non, bien sûr. C'est l'éloge du principe d'affrontement du positif et du négatif. Ça s'appelle la dialectique, tout simplement. Donc, et ça, nous avons essayé auprès de 400 conférences maintenant, plus de 400 conférences, près de 300 invités. Ça fait quand même un petit peu de boulot quand même. Hein. Ceux qui le veulent peuvent toutes les voir sur YouTube. Il faut déjà se prendre. Ça fait 400 heures de visionnage. Hein, Alors, moi, je le pratique quand je fais des déplacements, chers auditeurs, qui êtes commerciaux, consultants et tout. N'hésitez pas. Les oreillettes, alors pas en voiture, mais ça vous permet de rendre intelligent les heures et heures de déplacement qu'on peut faire dans le train, en voiture, en avion. Et c'est ce que je pense. Alors, il nous reste beaucoup de choses à faire. On aimerait, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a tellement à faire et peu de moyens, et particulièrement parce que tout ça, c'est du bénévolat. Hein, donc, nous traduisons, nous faisons traduire. Je profite des dernières minutes pour en parler. Nous avons traduit près de 9 ouvrages pour des grands éditeurs parce que Perspective Libre est une maison d'édition scientifique à tirage moyen. Donc c'est tirage de... Alors, le Pourquoi combattre, on a explosé le tirage parce qu'on va vendre 1000 la première année certainement, mais c'est des tirages à 300, 500. Mais nous avons des amis dans des maisons d'édition commerciales qui nous avons traduit par exemple des ouvrages sur l'histoire de l'Union européenne, des ouvrages d'histoire des idées. Je vais vous donner un exemple. Comme vous le savez, une partie du mouvement national, et à raison, a des problèmes avec l'islamisation. Bon. C'est d'ailleurs le sujet. Si vous voulez, l'un des points de la propagande, disons, de RATP, hein, l'islam comme religion d'amour, de tolérance et de paix, c'est Al-Andalus. Bon. Il existe 3 ouvrages scientifiques sur Al-Andalus dans le monde anglo-saxon et dans le monde espagnol. Donc, si vous voulez, la querelle à l'Andalous, elle existe qu'en France. Eh bien, ces 3 ouvrages, nous les avons tous les 3 traduits. Donc, ils ont été publiés au Rocher, chez Jean-Cyril Godefroy, aux éditions du Toucan. Donc, nous sommes à la recherche d'auteurs étrangers à traduire. Laurent ? Non, vas-y, Jean. Donc voilà, on a fait quand même beaucoup de travail. On va essayer de faire un petit institut de recherche pour nos jeunes chercheurs et, à professionnaliser le travail de l'association. Ça va dépendre beaucoup de moi, de mes disponibilités, vu que vu qu'on m'a fait payer mes engagements l'année dernière professionnellement. Et quand j'espère me rétablir et quand ce sera fait... nous avons encore quelques cordes, comme disait l'autre, je ne me rappelle plus qui disait ça, je crois que c'était Tourneau qui disait « La dernière salve du gaullisme viendra d'outre-tombe », et bien nous avons encore quelques salves à tirer. Laurent. Oui, je voudrais donner un exemple de combat intellectuel à mener, et d'arène pour un combat intellectuel à mener, qui va prolonger ce dont a parlé tout à l'heure Sébastien. Il y a, depuis quelques années,
une nouvelle école historiographique qui est en train de bouleverser la discipline historienne, qui s'appelle la World History. Alors, c'est pas un hasard si déjà on n'a pas de traduction française. Parce que histoire mondiale, histoire du monde, ça sonne pas bien. Bon. Cette école, elle vient bien évidemment du monde anglo-saxon, et en particulier américain. Alors déjà, première chose, c'est quand même dommage, la France était le pays, sur les 2, même 3 derniers siècles, toutes les révolutions et toutes les grandes avancées de la science historique étaient venues de France. On était vraiment en pointe. On a été en pointe. Et la population est restée très sensible. Absolument. À ce thème, non, mais même. Alors, tout à fait. Mais même les grandes. Je veux dire, par exemple, on évoquait tout à l'heure Braudel, l'école des Annales, la nouvelle histoire, etc., etc. C'est nous qui, jusqu'à ce moment-là, à cette époque-là, c'est-à-dire, on va dire, les années 60-70, on était en pointe au niveau mondial. Toutes les avancées de la science historique provenaient de France. Au 19e siècle, c'était déjà le cas. Au début 20e, c'était déjà le cas, etc. Bon. Là, c'est la première fois qu'une avance scientifique de l'histoire ne vient plus de chez nous. Pour moi, c'est déjà... inquiétant. Inquiétant. Mais, ce qui est là où ça devient un problème, c'est que moi, j'entends beaucoup d'amis autour de moi, notamment dans nos milieux, qui disent, et ils ont raison, ils disent, oui, mais la World History, c'est une machine de guerre idéologique contre nous, contre les nations. C'est là que se déploient le plus tous les idéologues des gender studies, des idéologies dites décoloniales, qui sont des idéologies fondamentalement racistes anti-blancs, et puis de revanchardisme anti-occidental, etc., etc. Bon. Et dit, oui, Laurent, ta World History, non, c'est une machine de guerre idéologique. Moi, je dis la chose suivante. Oui, c'est devenu une machine de guerre idéologique. C'est vrai que l'État, si on constate l'état des lieux, là, tout de suite, on fait l'état des lieux comme quand on visite un appart, là, tout de suite, c'est vrai, l'appartement, il est dégueulasse, il est en mauvais état. Il y a les peintures à refaire, il y a les plâtres à refaire, l'électricité est à refaire, etc., etc. Toute la plomberie est à déboucher, voilà. Tout est à refaire. Mais l'appartement lui-même est bien, il est dans un bon immeuble, il est bien situé, etc., etc. Donc, une fois bien retapé, il va être formidable. C'est un peu la même chose pour la World History. La World History, elle dit plusieurs choses, dans son idée de base, je dirais en théorie. La World History, elle dit d'une part que l'histoire de l'humanité ne se réduit pas à l'histoire de l'Occident. Ce qui est assez juste. Ce qui est très juste. Je veux dire, il s'est passé, c'est vrai que moi j'adore, pour ma part, je me spécialise dans l'histoire occidentale, c'est ma passion personnelle, le Moyen-Âge, la Renaissance, en Europe, c'est mon truc. Bon. Mais il faut reconnaître que, je veux dire, au XIIe siècle, il se passait aussi beaucoup de choses en Chine. Ah oui. Beaucoup de choses en Afrique. Il se passait des choses aux Amériques, avec les civilisations précolombiennes, etc. Donc, reconnaître que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga du monde. Il y a une marge, un moyen terme à trouver entre dire que l'Occident c'est tout et le discours inverse qui dit l'Occident ça n'est rien. Il faut le réduire à zéro. Pour moi, je les renvoie, ces deux extrêmes-là, je les renvoie dos à dos. Il s'est passé d'autres choses ailleurs. Deuxièmement, il y a eu, et ça peut être intéressant à étudier aussi, il y a eu des contacts entre les différentes grandes aires civilisationnelles. Quels sont les contacts et quels sont les apports? Pas uniquement en termes d'idées d'ailleurs, mais également en termes économiques, en termes financiers, en termes technologiques et scientifiques, etc., etc. Quels ont été les contacts, par exemple, entre l'ère civilisationnelle de l'Europe occidentale et la Chine au Moyen-Âge? Quels ont été les contacts au Moyen-Âge aussi, par exemple, entre le monde chinois et le monde africain?
On n'y pense pas, mais il y en a eu. La Chine et la Russie aussi. La Chine et la Russie, via les Mongols, par exemple. Bon, il y a eu des contacts entre les aires civilisationnelles qui ont provoqué qui ont eu des conséquences. Bon, ça demande à être étudié également. Et troisièmement, il y a aussi eu des choses, et là je parle d'un sujet sur lequel je travaille personnellement, les questions dites de la révolution militaire, de la Renaissance, les armes à feu, etc., etc. Mais il est intéressant également d'étudier de façon transversale, par exemple, comment ces questions-là ont évolué de façon parallèle, avec quelquefois des contacts, mais c'était souvent parallèle, entre l'Inde, la Chine, l'Occident, le monde arabo-musulman. Enfin, à l'époque, il n'était pas arabo-musulman, il était turc, le turco-persan. Hein, c'était ça. Hein, les Arabes, à l'époque, c'était plus rien. Etc., etc. Donc, l'idée de base de la world history, il faut s'en emparer. Il ne faut pas la laisser entre les mains de cette gauche américaine. Oui. Et pas uniquement, mais bon, globalement, elle est américaine. Globalement, c'est une gauche américaine, même quand elle est en France et quand elle est française. Oui, tout à fait. C'est ce que j'appelle, moi, entre guillemets, une gauche américaine. Il faut pas lui laisser le monopole de la world history, qui va en faire uniquement des gender studies et des études décoloniales. Vous voyez, il faut prendre certaines problématiques à bras-le-corps. Et ça, bon, j'ai pris cet exemple que j'ai longuement développé parce que c'est un exemple que je connais, les questions historiques, c'est mon domaine, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver des phénomènes similaires dans le domaine de la philosophie, de l'histoire des idées, de la sociologie, de l'économie, etc., etc. Le marxisme, Pierre-Yves tout à l'heure a rapidement parlé du marxisme, Sébastien aussi d'ailleurs, mais l'exemple de Braudel que tu expliquais, Sébastien, tout à l'heure est formidable. Braudel était aussi bien contre les, ouvrez les guillemets, marxistes, qui étaient en fait une église. Hein oui. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Marx lui-même le disait, mais moi je suis pas marxiste. Avant de mourir, il le disait, parce qu'il avait déjà compris, il voyait déjà autour de lui. Ce qui était déjà à l'œuvre, c'est que c'était des gens qui commençaient à s'emparer de ces idées pour en faire une église. Et on a vu ce que ça, une contre-église. Moi, je dis ce que je dis à ces amis-là, parce que j'ai encore des amis qui sont comme ça, je leur dis, mais vous savez, l'église, il y en a déjà une, il y en a déjà même plusieurs, et elle fait très bien son boulot, il n'y a pas besoin d'en créer une autre. Si vous voulez créer quelque chose, créez autre chose que l'église. Voilà, faites pas une nouvelle église. Et c'est ça. Or, chez Marx, il y a plein de choses à prendre. On s'en aperçoit, moi je connais de plus en plus de gens de droite, par exemple, qui se mettent à étudier Marx et à adorer ses écrits. Par exemple, on s'est aperçu que la fameuse phrase « la religion est l'opium du peuple », la phrase, elle a été tronquée. Marx n'a pas dit ça comme ça. Il n'est pas anti-religieux. Enfin, pas de façon si caricaturale, en tout cas. Oui, mais ça a été repris, en fait, ça a été surtout repris en boucle par Lénine, oui, et puis par d'autres. Mais puis pas uniquement. Mais bon, je voulais... Là aussi, j'ai pris l'exemple de Marx parce que c'est un exemple qui parle à beaucoup et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et qui a fait couler, partir beaucoup de coups de poing aussi, voire de coups de feu, tout au long du XXe siècle. Mais on pourra encore une fois en trouver d'autres. Et peut-être le réétudier autrement que via les historiens marxistes. Ou les historiens anti-marxistes hystériques aussi, vous voyez. Si vous voulez... Ça, on va conclure là-dessus, parce que maintenant, on va devoir le... Pardon. Sébastien. Alors, j'ai une petite note d'espoir, parce que vous êtes sur la destruction de l'histoire. Sur la destruction justement de l'enseignement de l'histoire, etc. Il y a quelques années, j'ai eu la grande chance de croiser le directeur de la meilleure publication sur l'histoire en langue française. Je connais, ce qui s'appelle Guerre et Histoire, qui est une excellente revue. Jean Lopez, grand spécialiste d'envergure mondiale sur la guerre germano-soviétique. Et qui, petite pub, publie dans 3 jours maintenant un pavé aussi énorme que Pourquoi combattre sur l'opération Barbarossa, qui va être un ouvrage révolutionnaire. Très bien. Et sûr. Et en fait, dans la discussion assez brève, il m'avait annoncé, j'ai pris un sacré coup de vieux, que la moyenne d'âge du lectorat de Guerre et Histoire, c'était il y a 2-3 ans, était inférieure à 30 ans.
Parce que notre jeunesse est passionnée à fin d'histoire, parce qu'elle perçoit qu'on lui a donné une eau tellement claire qu'il faut aller chercher ailleurs ce qu'on ne lui a pas donné à l'école. Alors, je vous livre seulement les compliments des auditeurs, quand même, c'est important. Donc, les auditeurs de Radio Courtoisie. Pour illustrer les propos de vos intervenants sur la nécessité de produire une pensée puissante, énergique et créatrice à même d'appréhender les enjeux qui se présentent à nous, découvrir la pensée de, vous allez connaître, Philippe Forger au travers de ses nombreux ouvrages, lui-même conférencier récurrent du Cercle Aristote auteur publié chez Perspectives Libres. Et que nous saluons parce que il est vrai que Philippe a une pensée très abrupte. C'est pas lui qui signe. Hein. Non. J'y ai pensé un instant. C'est pas son genre. Et un auditeur qui nous dit je suis auditeur depuis plus de 10 ans et quand j'entends Monsieur Rougeron parler à Madame Allaire, je suis ravi. C'est enthousiasmant. Donc voilà. Merci beaucoup. Et Dieu sait que Pierre-Yves et moi ne sommes pas, des camarades de combat clones. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Non. Elle prie pour le salut de mon âme, du boulot. C'est l'essentiel de nos divergences. Je prie pour lui. Mais pour conclure, c'est surtout en termes de guerre asymétrique qu'il faut prendre, je pense, ce qui est arrivé à notre association. La dissuasion du faible au fort, c'est avec 3 bouts de ficelle. Parce que le Cercle Aristote, c'est 3 bouts de ficelle. On a fait ce qu'on a fait, ce qui est déjà pas mal, ce qui est de tenir 10 ans, d'avoir sur YouTube plus de 25 000 abonnés, 3 millions de vues de vidéos, ce qui, avec un matériel, disons, tout à fait basique. Parce que pas de moyens, mais on a compensé l'absence de moyens, je pense, par une idée toute bête, qui est de ne pas se battre avec les gens avec lesquels le système nous a dit de nous battre. Donc si vous voulez, donc de Pierre Boutan à Jacques Nikonov, enfin des élèves de Pierre Boutan, jusqu'à Jacques Nikonov, tout le monde est le bienvenu chez nous, à une condition, c'est que, comme disait Jules Monroe dans un de ses articles Testament, la France doit être voulue à chaque génération, vous qui me lisez, c'est votre tour. Bon, sur cette citation, chers auditeurs, nous allons accorder 20 minutes, c'est ça, à François Lejeune pour sa chronique sur l'Ouzbékistan. François, bonsoir. Est-ce qu'on a l'autorisation de vous interrompre ou c'est 20 minutes, donc on vous laisse la faire et les auditeurs poseront les questions à la fin, vous répondrez en salve. Alors, bonsoir tout d'abord. Ce que je vous propose, c'est déjà de lire ce que j'ai préparé. Parce que j'ai pris beaucoup de temps et c'est des nouvelles fraîches qui viennent de ce pays d'Asie centrale. Et ensuite, vous pourrez poser les questions et me passer aux grilles. D'accord, très bien. Alors, on vous laisse faire. Alors, ma chronique, ce soir, c'est l'Ouzbékistan, un pays menacé par la criminalité et l'islamisme. L'Ouzbékistan est un pays qui est souvent implaçable et imprononçable par le public. Pas pour ce plateau. Il apparaît de temps en temps dans les journaux et dans les reportages depuis la fin de l'URSS. En positif, il est associé à ses mosquées bleues et son paysage montagneux diversifié. Mais c'est très souvent en négatif que celui-ci revient. Ce pays est associé à un régime autoritaire, à la lutte brutale contre l'islamisme terroriste, et aussi à la corruption et à la criminalité qui gangrènent ce pays. Pourtant, un vent de liberté semblerait souffler depuis la mort, en 2016, de son premier dirigeant. Cet autocrate local, ex-communiste, dirigeait ce pays depuis l'indépendance d'une main de fer. Cet homme, c'est Islam Karimov. Il incarnait la stabilité et la neutralité de ce pays poids lourd de l'Asie centrale. Malgré sa population relativement nombreuse, la richesse sous-exploitée des hydrocarbures, de son agriculture et de son sous-sol, cela suffisait à peine à développer cette nation. Une large diaspora s'est constituée en dehors du pays, alors que les Slaves, héritage de l'URSS, réémigraient vers la Russie. Comme beaucoup de nouveaux dirigeants, l'ancien Premier ministre, devenu président à la mort de Karimov, donc Shavkat Mirziyoyev, se veut plus libéral et plus ouvert que son prédécesseur. Néanmoins, la question de cette chronique se pose. Ce libéralisme ne risque pas de laisser le champ libre à la criminalité organisée et surtout à l'islamisme. D'autant qu'une forte diaspora s'est constituée en Russie,
mais aussi en Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe. Cette chronique n'a pas pour but de donner un grand travail universitaire, mais de poser les décors, les enjeux et les acteurs sur un point sensible de l'échiquier géopolitique de l'Asie centrale et de l'ex-Union soviétique. Alors tout d'abord, l'Ouzbékistan est un pays qui est doublement enclavé. Il est visible sur une carte et difficilement plaçable. Il pourrait être considéré comme un poids lourd de l'ex-Union soviétique, car il est peuplé de plus de 31 millions d'habitants. Les Ouzbeks ethniques, langue turque, constituent officiellement près de 80% de la population. Le reste est constitué de persophones tadjiks et de russes. L'ouzbek est la langue officielle, mais le russe est très utilisé. Plus de 90% des Ouzbeks sont officiellement musulmans, mais les pratiques restent relativement sécularisées en raison du passé soviétique. Dans son combat contre les islamistes radicaux, l'Ouzbékistan a mené une politique sans commune mesure. D'abord, l'État a garanti à ses citoyens qu'ils pouvaient pratiquer un islam officiel en contrôlant les mosquées par des imams formés par l'État. En conséquence, il y a eu une scission entre les musulmans pratiquant leur foi de façon personnelle et ceux qui pratiquaient un islam politisé. Il est intéressant de signaler que toute publication religieuse importée dans le pays est d'abord examinée avec attention. Les publications en langue arabe sont traitées qu'avec une suspicion particulière par les autorités. Le port du voile islamique jusqu'à très récemment et le port d'une barbe longue font l'objet d'une interdiction non officielle. Selon les autorités, les hommes barbus et les femmes portant le hijab sont des partisans potentiels de l'islam radical et représentent donc un danger pour la société. Un mot d'abord sur l'économie. Celle-ci est largement héritière du système soviétique. Le phénomène qui a largement façonné l'histoire de l'Ouzbékistan dans les années 1960-1980, c'est le développement intensif de la monoculture de coton, qui a donné le désastre de la mer Aral, un lac qui s'est mis à être détourné et qui s'est asséché. Sous la pression de Moscou, on en incitait l'Ouzbékistan à produire plus de coton. Les dirigeants ouzbeks développaient un système de falsification des statistiques. Le dirigeant ouzbek de l'époque, Sharidov et son entourage furent impliqués dans l'affaire du coton imaginaire, qui leur procura des gains substantiels. On partait à l'époque d'une mafia du coton ou d'une mafia ouzbek. Malgré l'ampleur de cette affaire, ce dirigeant est apprécié par l'actuel pouvoir comme un dirigeant qui a beaucoup investi dans le développement de la République et qui a pu obtenir de Moscou une certaine autonomie. Depuis l'indépendance, le premier président Karimov et ses ministres ont fait le choix d'une stratégie de réforme graduelle, visant notamment à atteindre l'autosuffisance énergétique et alimentaire de ce pays. Cependant, la croissance économique reste soumise à des fluctuations régulières. Le développement de l'économie ouzbek a été freiné par des résultats en demi-teinte et de la récolte de coton dont l'Ouzbékistan est le 4e producteur mondial, de l'uranium, dont le combinat minier et métallurgique Navoï est le 8e producteur mondial. De plus, sans véritable stratégie de réforme, les autorités du pays ont multiplié les faux pas et des actions restrictives et dirigistes envers les petites et moyennes entreprises, ce qui entraîna une stagnation dans le milieu des affaires. On notera également une forte emprise sur les nouveaux secteurs économiques à haute valeur ajoutée, surtout dans la capitale Tachkent. Cette emprise était exercée par l'ancienne fille du président Karimov, Gulnara, qui est maintenant été arrêtée, puisque le nouveau président a décidé de faire du ménage. Au niveau politique, tous les partis d'opposition, dont le plus influent est ERK, Volonté, et Birlik, Unité, sont interdits. Et le moindre courant dissident est réprimé. Il n'existe que des partis aux nuances peu compréhensibles aux observateurs occidentaux, mais qui soutient toute l'action du président. Les médias et tous les aspects de la vie sociale, politico-économique et même culturelle se trouvent sous une étroite tutelle et censure de l'appareil d'État. La fin de l'idéologie communiste a entraîné un vide politique. Cet espace a été rapidement comblé par un retour aux sources et aux racines de l'identité, qui occupe de plus en plus les discours politiques. Une russophobie était largement invoquée pour qualifier le climat politique des 15 premières années. Les nationalistes, les panturcanistes et bien sûr les islamistes ne reconnaissent pas le gouvernement hérité de l'Union soviétique et profitent d'une vague populiste. En 1999 et 2004, le pays a subi de graves attentats terroristes attribués un peu rapidement aux islamistes locaux. Aux yeux du membre du Parlement, les islamistes sont la priorité, car leur discours est le seul à toucher la partie la plus peuplée et la plus dense de l'Ouzbékistan, à savoir la région de Fergana, dans l'est du pays, très connue pour cultiver des plantes qui peuvent servir à faire de la drogue. Le 13 mai 1905, le gouvernement ouzbek réprime dans le sang une insurrection populaire d'inspiration islamiste dans la ville de Adijan. Les Occidentaux critiquent fortement le régime, alors que la Russie le soutient.
La politique anti-russe s'arrêta brutalement et la honte de Pouchkine connut une résurrection. Le 3 septembre 2016, la mort du président Kadyrov, qui maintint son pays sous un régime dictatorial avec des atteintes plutôt importantes aux droits de l'homme, a justement freiné toute cette, cette cacophonie des associations de défense des droits de l'homme. Il s'en est suivi l'élection de Shavkat Mirziyoyev, le 4 décembre. Shavkat Mirziyoyev passe pour plus libéral et amorce une opération de séduction des entreprises occidentales, la composition de son gouvernement. D'un autre côté, il rassure la Russie et offre aux russophones et aux orthodoxes des garanties de sécurité intéressantes. L'Ouzbékistan devrait rester en 2019 l'une des économies les plus dynamiques de la CEI, c'est-à-dire la communauté des États indépendants, l'ex-Union soviétique, même si les chiffres de croissance officiels sont probablement très surestimés. Mais on aurait tort d'être trop optimiste sur la situation globale. L'Afghanistan voisin alimente le trafic de drogue et la proximité de la mafia russe amène la paix ouzbek à toujours rester forte. De plus, le pays est largement dépendant de l'extérieur. Plus de 2 millions d'Ouzbeks travaillent en Russie. Plusieurs centaines de milliers au Kazakhstan voisin. Maltraités dans ces pays, un sentiment de frustration s'installe chez ces travailleurs peu à peu. Face à la mondialisation rampante et le discours de plus en plus xénophobe de la société, xénophobe entre guillemets, de la société russe envers les centres-asiatiques, le religieux conservateur est devenu l'homme modèle parmi les Ouzbeks non russifiés et non occidentalisés. D'année en année, l'islamisme a progressé, malgré la pression d'État. Ces dernières années, des centaines d'Ouzbeks ont rejoint les rangs des djihadistes combattants en Syrie et en Irak. La diaspora ouzbek dans le pays du Golfe pousse à changer l'islam soviético-altaïque de cette république enclavée. La diaspora, marquée par l'islam politique, qui vient des pays du Golfe, est aujourd'hui bien organisée, solidaire et mène des actions sociales dans les communautés ouzbèques. La diaspora politisée est ainsi devenue très active, attirant des nouveaux venus, engendrant une radicalisation de plus en plus marquée parmi les Ouzbeks à l'étranger. La répression historique de l'État ouzbek envers toute contestation, qui a créé une diaspora islamisée et active à l'étranger, et qui n'a pas résolu le problème à l'intérieur du pays, puisqu'un conservatisme religieux prospère. De plus, la société ne tolère pas les radicaux, ce qui les pousse également à immigrer, à partir, à continuer le chemin ailleurs. Après la mort d'Islam Karimov en 2016, les nouvelles autorités ont décidé, au contraire, de tendre la main aux croyants musulmans, une stratégie qui pourrait s'avouer dangereuse. Pour la première fois en 10 ans, les mosquées du pays ont été autorisées en 2018 à diffuser par haut-parleur l'appel à la prière. Le mois dernier, le président Mirziyoyev a même qualifié l'ancienne politique religieuse de tragédie et affirmé que l'islam symbolisait la lumière. Saluant l'évolution des autorités, le département d'État américain a retiré l'année dernière l'Ouzbékistan de la liste des pays sanctionnés pour non-respect des libertés religieuses, comme par hasard. Les références que je pourrais vous conseiller en français sont celles de Ahmed Ramanov, chercheur au Centre des études de sécurité régionale de Tachkent, donc c'est en français. Les articles traduits du russe par Nicolas Jadot via Novostan de 2018. Vous avez aussi, alors je le dis en anglais, Handbook of Terrorism in the Asia Pacific. Donc c'est des Américains et un Coréen. Et puis, d'autres publications, si vous connaissez le russe notamment. Dites toujours, parce que j'ai constaté que parfois, il y a des gens qui sont sensibles, au moins que les Russes puissent retrouver vos références, les russophones. Alors, je vous conseille Regnum, que j'ai cité, qui m'a beaucoup servi dans les statistiques. Très bien. Donc là, vous voyez le travail d'un jeune homme qui travaille de son côté et que je tiens souvent à qui j'ai confié cette fameuse chronique du Grand Est, parce que voilà, je serais bien incapable de rentrer dans ce type de détails. François Lejeune. J'attends vos commentaires, messieurs, vos questions. J'ai une remarque d'un auditeur de Radio Courtoisie. Les dirigeants des républiques musulmanes soviétiques étaient obligés de russifier leur nom. C'est le cas actuel de l'Ouzbékistan. Ce colonialisme russe raciste, je sens que ça va faire plaisir, François Lejeune, n'est jamais critiqué par la droite nationale. Vous répondez de manière argumentée, ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Je réponds gentiment je réponds gentiment à ce monsieur que c'était les soviétiques. Et je dis à ce monsieur que l'Union soviétique n'est pas la même chose que la Russie.
à savoir que la langue interethnique et non pas la langue officielle était le russe dans toutes ces républiques et qu'il n'y avait qu'un seul modèle. Donc cette russification a été imposée par les soviétiques et non pas l'empire impérial russe ou la Fédération de Russie. Il y a à faire une distinction. C'est un petit peu, pour en revenir à votre sujet, moi en préparant l'émission, j'ai découvert, chers auditeurs, pardonnez cette ignorance, mais au moins j'ai appris ceci, qu'en fait, en Chine, après-guerre, avant-guerre, vous aviez bien les communistes chinois, mais vous aviez les républicains chinois qui, eux aussi, s'opposaient, parce que moi, ignorante... Les hommes de Sun Yat-sen. C'est ça. Les héritiers de Sun Yat-sen. On l'a peut-être vu, mais j'ignorais qu'en fait, la Chine s'était ébrouée de la présence coloniale, déjà avait commencé avec les nationalistes républicains, et après sont entrés en jeu les communistes. Alors vous dites bien sûr, mais moi je l'ignorais. Alors, les gens comme Chiang Kai-shek, qui est celui qui s'est réfugié en 1949 à Formose, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire Taïwan, étaient des gens qui, dans les années 20, dans les années 10 et 20, étaient des anti-impérialistes. Des indépendants. Et des indépendantistes. Et des anti-impérialistes, c'est le terme que eux-mêmes utilisaient. Et qui se réclamaient de la République française, de plein de choses de genre, et qui n'étaient pas du tout... Ils sont, entre guillemets, passés à droite, de fait, au moment de la guerre froide par anticommunisme, mais ce sont des gens... C'est d'abord des indépendantistes. C'est d'abord des indépendantistes. Je vais vous donner un exemple. Dans un excellent film américain qu'on a souvent vu à la télé, qui s'appelle, ça y est, je connais le titre en anglais, j'ai oublié, La canonnière du Yangtze, qui est quand même un grand film d'aventure avec Steve McQueen, un très bon film d'aventure. Eh bien, là, on voit les marins américains, on est en pleines années 20, lutter contre des Chinois qui veulent foutre les impérialistes dehors, et c'est pas des communistes à l'époque. C'est les gens avec lesquels les Américains, d'ailleurs, 15 ans plus tard, dans la lutte contre les Japonais, seront alliés. Oui, ça j'ai perçu. Alors, revenons à l'Ouzbékistan. Pierre-Yves, les auditeurs auront compris qu'une de nos grandes divergences, c'est la question de la foi chrétienne. Mais vous avez quand même eu l'air chiffonné au cours de la chronique qu'on vient d'entendre. Non, rien m'a chiffonné particulièrement. Non, mais chiffonné, c'est-à-dire que vous avez réagi. Donc pour vous, c'est pas une bonne nouvelle de voir cette réislamisation. Comment réagissez-vous à la chronique ? On va être très clair. Moi, j'essaye d'avoir une... On a 5 minutes pour approfondir. À titre personnel, ça c'est une lecture totalement personnelle. Pour moi, un grand ensemble religieux ne peut, si vous voulez, accéder à la modernité que s'il est contrebalancé par un grand ensemble culturel. Pour moi, l'islamisme est avant tout le symptôme de l'effondrement de la culture arabe au XXe siècle. Avant tout. Quand je vois des pays où le fond de la pensée politique reste bouddhiste malgré une majorité écrasante musulmane, l'Indonésie arrive, peut-être plus pour longtemps, parce qu'il y a de très grandes menaces sur le pays, est arrivée à avoir un accès à la modernité. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est la conjonction d'états faillis, d'absence de modèle culturel d'imprégnance forte sur les populations, à l'exception de l'islam, et de la puissance de ce qui naît quand la souveraineté n'est pas là, c'est-à-dire les nouveaux barbares, dans le cas présent, les réseaux, les mafias. Pourquoi ? Parce que souvent, les mafias aiment bien quelque chose dans l'islam, il faut être très clair, et dans le fondamentalisme islamique, ce qui est que l'islam enseigne la soumission. Ça a un parallèle historique très simple. N'oubliez jamais que dans certains pays, en Indonésie notamment, ce sont les coloniaux qui ont beaucoup aidé l'islam à se développer parce que les populations bouddhistes sont nationalistes par nature. Et donc, par exemple, aux Indes néerlandaises, l'islam a beaucoup servi à neutraliser les populations. Et ce qui me fait peur, c'est que des nouveaux barbares puissent faire de ces pays qui vont être utilisés, malheureusement, qui vont être utilisés vu leur position géographique pour nuire soit à la Russie, soit à la Chine, on va être très clair. Pour nuire à tout le monde, à l'Inde aussi. Et si vous voulez, ce qui m'effraie, c'est
qu'il n'y ait pas de force en face, parce qu'aujourd'hui, cet islam déculturé, qui est l'islam du Golfe, majoritairement en tout cas, du moins dans ses sources, et qu'il n'y a pas de différence de fond entre les wahhabites et les salafistes, c'est une différence de degré, pas de nature, et que l'islam culturel de ces pays va être très vite remplacé à coup de pétrodollars ou à cause de l'évolution récente de l'Arabie Saoudite, à cause des Turcs, et là c'est une menace encore plus grande parce que les Turcs sont beaucoup plus efficaces que les Saoudiens, malheureusement. Et si vous voulez, ce qui me fait peur, c'est l'absence, si vous voulez, il n'y a rien en face. C'est qu'il n'y a rien en face. Et malheureusement, comme l'islam, par ses données profondes, est impolitique au dernier degré, si vous voulez, ces régions peuvent être vite perdues et vont nécessiter des interventions extérieures. Alors, François Lejeune, moi j'ai une question. Oui. Vous nous aviez fait une fois une chronique sur la Tchétchénie, qui est aussi, si j'ai bien compris, qui a une culture musulmane. Donc vous avez 3 minutes. Pourquoi est-ce qu'en Ouzbékistan, la russification n'a pas marché ? Alors, déjà pour plusieurs raisons. Déjà, l'Ouzbékistan n'était pas dans la République fédérale soviétique russe, à l'inverse de la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est tout petit. L'Ouzbékistan, c'est quand même un peu plus gros. L'Ouzbékistan est de culture turque. C'était des émirats d'Asie centrale, de Boukhara, de Samarcande. C'est-à-dire qu'il y avait déjà un bagage culturel, plus très important. Ensuite, les soviétiques, pour justement dire à ce monsieur que ce n'est pas la même chose, avaient favorisé la culture ouzbèque, enfin en la soviétisant bien entendu, pour justement créer un embryon de nation. Bien sûr, pour distinguer des autres ethnies turques, pour pas qu'ils se réunissent. Donc il y avait les Kirghizes, les Turkmènes, les Ouzbeks, les Kazakhs. Les Tadjiks sont des Perses. Donc là, on est sur une masse beaucoup plus forte, beaucoup plus centrifuge, beaucoup plus éloignée de Moscou. Et il faut savoir que c'est pas tout à fait ces républiques qui ont quitté l'URSS, mais la Fédération de Russie qui n'a pas voulu continuer avec eux. N'oubliez pas que c'est Yeltsin, président de Russie, qui a viré Gorbatchev, président de l'URSS, et qui a dit aux autres républiques, maintenant c'est fini, Moscou c'est chez moi. Donc maintenant je vous donne l'indépendance. Il s'est passé à la fin de l'URSS. Il nous reste 2 minutes. Il s'est passé, je vais être très court. Il passait exactement le contraire de ce qu'avait prévu Hélène Carrère d'Ancos dans son bouquin Dans l'Empire éclaté. Elle avait prévu que l'URSS allait éclater parce que toutes les républiques halogènes entre guillemets allaient vouloir se barrer. Il s'est passé exactement l'inverse. Au moment où l'éclatement de l'URSS, les républiques dites halogènes, en dehors des Baltes, qui eux voulaient réellement se barrer, c'est autre chose. Mais l'Asie centrale en particulier, ils ne voulaient pas la chute de l'URSS. Parce qu'il faut comprendre une chose, et ça c'est Jacques Sapir qui un jour me l'avait expliqué, ce sont des régions du monde et des peuples qui ont toujours, depuis des siècles et des millénaires, fait partie d'un empire. Ils aiment le principe d'empire, parce que le principe d'empire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que toutes les affaires emmerdantes, difficiles, qui prennent la tête, les finances, l'armée, etc., c'est l'empereur et sa bureaucratie qui s'en chargent. Et puis nous, dans notre petit coin, dans notre petit royaume, on fait notre business. C'est ça l'empire. Et ils ont toujours été membres d'un empire, celui de Gengis Khan, celui de Tamerlan, celui des Chinois, des Perses, des Turcs, tout ça. Et l'URSS, pour eux, c'était pareil, la Russie aussi. D'accord. Ils aimaient ça. Ils voulaient pas la chute de l'URSS. Si vous voulez, la souveraineté, c'est aussi une épreuve. Maintenant, alors, revenons chers amis, je crois, le technicien... il me reste un dernier message, avec autorisation, le technicien Daudeline de la tête, et après il coupera. Je ne comprends pas l'opposition entre l'islam et la modernité. Ce n'est pas une religion, mais une idéologie politique. C'est sur cette remarque d'un auditeur de Radio Courtoisie qui a eu le courage de nous suivre que nous allons vous donner rendez-vous à dans 4 semaines, chers auditeurs. Merci beaucoup, au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Mahler, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 24 août 2019 de 18h à 21h et réalisé par Philippe. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.